Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, continuer cette discussion sur un grand nombre de sujets. Je m'exprime sur des sujets ici très différents. J'essaie d'apporter une perspective spirituelle aux choses. On va commencer par parler du cristal bleu de la connaissance. Il y a ce cristal bleu de la connaissance qui est enfoui sous terre, qui est protégé, qui vient d'Atlantis. Et donc on doit réactiver ce cristal pour s'aligner vers cette fréquence. C'est un cristal qui nous enseigne une connaissance, mais qui est connecté à l'étoile, à Sirius B, et donc il y a tout, qui peut nous emmener vers ce monde qu'on appelle Aquaferia, où c'est un monde magique. Puis on peut avoir des guides qui viennent, qui nous prennent et qui nous emmènent là-bas pour aller voir aussi, hein, ça peut arriver à travers les rêves, Donc c'est vraiment quelque chose ce portail vers Aquaferia, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs le tableau là, ça représente l'étoile de Sirius, hein, avec le Sirius B, Sirius A, le symbole de l'étoile, le chien, c'est l'étoile du chien. Et donc c'est le portail de Sirius, ça représente. Donc voilà, je voulais rappeler ce cristal bleu de la connaissance. Il y a 9 cristaux sacrés. On doit pouvoir les réactiver pour réintégrer ça dans notre champ énergétique et fusionner notre champ énergétique avec celui de Sophia, la mère de l'univers, pour arriver à intégrer tous ces plans cosmiques de manière gracieuse. Et donc, parce que en essence, on est ce que l'on pense. Ce que l'on pense, on devient. Ça ne veut pas dire que je suis cartésien. C'est pas parce qu'on on pense que l'on est, parce on devait être au départ pour pouvoir penser. Le mental n'est juste qu'un moyen pour nous aider à résoudre la différence entre le monde matériel et le monde spirituel. Mais enfin, on devient ce que l'on pense. Donc c'est important de penser, avoir toujours la plus haute vision de vous-même, hein, et toujours, parce que la réalité, ce que l'on perçoit comme réalité, c'est ce que l'on peut comprendre et projeter dans un sens. C'est-à-dire, c'est une réalité qui est changeante, mais c'est basé sur des croyances, ce qu'on pense être le plus vrai, hein, dans un sens. C'était Emmanuel Kant, le philosophe, qui pensait que tout était reçu à travers l'intuition, et après l'esprit mental projetait toute cette réalité autour de nous dans un cadre compréhensif par rapport à ce qui est reçu de l'intérieur. Et donc, je vais tirer quelques cartes. Je vais discuter de 3 idées, spirituelles et matérielles. Je vis déjà dans le futur, hein, je m'excuse un petit peu, des fois je suis obligé de revenir dans le présent, parce que alors, la plus haute sagesse, c'est la bénédiction, c'est des miracles, hein, c'est accepter le miracle comme quelque chose qui est complètement au-delà de toutes nos espérances. Savoir que la synchronicité, le timing, toutes ces choses sont en train toutes ces énergies sont en train de confluer pour notre bien-être. Ce que l'on doit comprendre, c'est la croisée des chemins. C'est savoir que on est à la croisée des chemins, donc il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'on part à droite, est-ce qu'on part à gauche, est-ce qu'on va tout droit? Ce que l'on doit faire, c'est entre les mondes, c'est d'accepter le fait qu'on n'est pas forcément clair sur toutes les choses et qu'on est dans une zone tampon entre deux mondes. Donc il faut être patient, il faut savoir que la clarté va venir, mais on ne peut pas être clair sur toutes les choses, et donc il faut accepter que c'est une zone tampon, et donc avoir un peu de relâchement sur les jugements qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Et l'aboutissant, c'est le tic-tac, c'est le moment de liberté du temps, de l'espace. Le temps ne change pas, le temps est une constante, mais tous les êtres et toutes les choses changent à travers le temps, jusqu'au point de la connexion avec le non-temps, avec l'éternel, le point de connexion avec cette réalité éternelle. Et donc, oui, donc je voulais parler un peu d'une manière spirituelle. J'avais pris pas mal de notes, mais il y a beaucoup de ces notes qui sont personnelles, et donc j'en parlerai quand ça sera le moment de les manifester. Mais c'est que au paradis, Dieu est le paradis, l'univers central. C'est la création directe de Dieu. C'est lui-même qui a créé cet univers de perfection ultime au départ, avant. Mais pour ce qui est des univers comme celui dans lequel on vit, hein, un univers qui évolue, évolutionnaire, c'est pas vraiment la première source qui a créé ces univers. La première et la deuxième source ont créé un fils créateur, un Dieu Père, et il y a eu une réflexion immédiate dans l'esprit infini qui a créé une fille de l'esprit infini, hein, la mère Dieu, et pendant des milliards et des milliards d'années, ces êtres sont entraînés dans l'univers central, jusqu'au jour où ils sont investis de la mission, le pouvoir de devenir le père et la mère d'univers qui sont éternels. Mais leurs plans ont déjà été approuvés quand ils sont envoyés dans l'univers. Leur qualification en tant que Dieu pour toute une création est déjà approuvée. Donc ils sont les dieux de notre univers, le père et la mère Dieu, qui s'unifient dans l'un, l'esprit cosmique, hein. Et donc
Donc c'est pour ça que bon, on peut pas percevoir la perfection du paradis parce que nous-mêmes on est des êtres qui font partie d'une création, d'une relation relative qui évolue depuis l'obscurité jusqu'à la lumière. Mais le fils créateur est créé comme un concept de l'infini aussi, hein. Et la mère est la première personne qui s'installe dans l'univers et elle ne bougera plus jamais, elle ne retournera jamais au paradis, elle ne bougera jamais du centre de cet univers qui va progressivement, avec les temps qui passent, s'aligner vers des niveaux de relation avec la sphère centrale. Et donc voilà, on veut inviter la mère Sophia à venir se joindre à nous, hein, dans toutes nos opérations aussi, hein. Et donc, je voulais parler aussi rapidement d'Héraclite. Héraclite, c'est un philosophe présocratique, hein. Il y a beaucoup de sagesse dans les 10 philosophes présocratiques. On n'a pas trouvé beaucoup de leurs fragments, mais ouais, il y avait une grande discussion sur l'organisation. D'où vient, quel est le premier élément? En essence, le premier élément, c'est l'éther, c'est le 5e élément. Et depuis l'éther vient l'air, dans l'air est créé le feu crée la terre, et la terre crée l'eau. Et donc, après, il y a un cycle de génération, de destruction des éléments. Mais bon, il y avait beaucoup de débats, et c'est une chose qu'on n'a pas encore découvert. Il y a un philosophe qui s'appelait Démocrite, qui était un contemporain de Platon, mais qui était un peu plus âgé. D'ailleurs, Platon n'aimait pas du tout. Pour lui, c'était un non-sens, alors qu'en réalité, il y avait une sagesse très profonde chez Démocrite, c'est qu'il avait découvert ce qu'il appelait l'atome. Mais c'est pas l'atome que nous on utilise, parce que atome veut dire indivisible. Alors on sait que depuis qu'on fait des bombes atomiques, que l'atome est divisible. Ce qu'il avait découvert, c'est l'ultime atome. C'était la plus petite particule qui est indivisible. Alors c'est des particules qui sont partout dans tout l'espace et tout l'univers, mais elles ne répondent pas à la gravité linéaire. Elles répondent à la gravité absolue. Seulement, bon, quand la matière est créée, la volonté divine fait que ces particules s'agglomèrent. Il en faut 100 pour faire un électron. Et toutes les choses sont faites de ces ultimatomes. Il y en a des livres qui sont là, on apprendra à utiliser, mais elles sont tellement petites. Et ces particules sont indivisibles. Alors que bon, même les électrons, on va comprendre que les électrons sont faits d'une masse qui représente 100 ultimatomes. Et donc, bon, c'est les atomes de Démocrite, c'est quelque chose qu'il avait fait. Il y a plein de découvertes c'est Héraclite parlait de l'existence des fleuves, hein. Le fleuve, on ne peut pas rentrer 2 fois dans le même fleuve. Le fleuve est toujours, c'est un peu comme la vie. Et on pense actuellement, pour parler un peu plus de revenir sur Terre, c'est qu'ils essaient de donner, des groupes qui veulent donner une réalité personnel à un fleuve, c'est-à-dire un droit de vie à un fleuve. Et je trouve que c'est très intelligent de commencer à reconnaître ces forces naturelles, parce que déjà dans la Grèce antique, les fleuves étaient des personnes. Le père de Daphné était un fleuve, l'amour d'Apollon. Le Styx, c'était délimité le domaine des vivants au domaine des morts, ou encore le Pactole, qui était un fleuve rempli d'or, la suite de cette histoire avec Maïdas. Donc c'est en essence, même les montagnes une fois qu'on reconnaît la divinité, la sanctité des forces naturelles de l'océan, arriver à donner, l'océan, c'était toutes les Océanides, c'était une des 3 familles qui n'ont pas pris part aux guerres entre les Olympiens et les Atlants, mais et les titans, pardon. Ce qui est donc, mais enfin, toutes ces choses, on va reprendre beaucoup plus de conscience sur le respect des forces naturelles, savoir que tout est connecté avec des forces invisibles supérieures, et au fur et à mesure où on arrivera à équilibrer notre environnement. Et donc, je vais parler aussi de la Terre plate et la Terre ronde, parce que pendant des millénaires, on a cru que la Terre était plate. Puis un jour, on s'est aperçu qu'elle était ronde. Mais maintenant, il y a tout un mouvement de personnes qui disent, oui, non, mais en réalité, on nous a menti, la Terre est plate, parce qu'ils ont vu le drapeau de l'ONU en pensant que c'est une sorte de bouclier, le pôle sud est un bouclier qui supporte Enfin bon, c'est une vision qui est acceptée dans la 4e dimension. Mais bon, il n'y a que le paradis qui est plat. Tous les autres sphères sont harmonisées. C'est une sorte d'horloge géante avec un mécanisme d'une subtilité, mais les sphères célestes sont sphériques en grande partie pour moi, hein. Par contre, dans la Terre multidimensionnelle, la Terre plate existe, hein. Elle est complètement présente, elle peut exister, mais il y a aussi la Terre creuse, à savoir qu'à l'intérieur de notre planète, il y a une civilisation très avancée, psychologiquement et technologiquement, qui est prête à nous rencontrer une fois qu'on aura fait un petit peu plus de ménage sur Terre.
Et donc, savoir aussi que la Terre est une vraie personne, hein, même dans la mythologie grecque, on parlait de Gaïa comme une des premières entités, et la première entité, c'est même elle qui a créé Uranus, hein, le ciel, et après Chronos, le temps, a séparé le ciel de la Terre, et après est venue l'organisation de la société. Et donc, ouais, je voulais aussi dire par rapport à ce que c'est que les plans des créateurs de l'univers, pour revenir un petit peu ont été approuvés, mais les plans de notre âme ont aussi été approuvés, hein, donc il faut arriver à s'aligner le plus possible vers les plans de notre âme. Et, et donc voilà, je pense que j'ai couvert les sujets que je voulais discuter aujourd'hui. Parce que bon, ici on parle beaucoup de méta et d'exo. Méta qui vient après et d'exo qui vient d'au-delà. Parce que bon, la conscience est en train de s'ouvrir. En essence, méta comme métaphysique, j'avais lu, j'étais tombé, je suis pas un grand fan d'Aristote, et je me suis dit, comme quand on cherche à étudier un philosophe, on regarde son dernier ouvrage qui est le plus abouti, et métaphysique, c'était juste parce qu'il avait rangé dans la bibliothèque après la physique, donc ils ont appelé ça métaphysique, mais il n'y a pas vraiment de métaphysique dedans, mais c'était vraiment de la purée de poids, alors que, bon, j'avais parlé avec un ami, il m'expliquait, bon, Aristote, c'est pas très très clair, c'est pas Platon, quoi, et donc, parce qu'en grec, il n'y a pas de ponctuation, donc des fois, on ne sait pas trop si le mot appartient au début d'une phrase ou à la fin d'une phrase, et donc, enfin bon, il y a beaucoup on n'a pas besoin d'attendre que le collectif de l'humanité ait résolu des problèmes scientifiques pour arriver à travailler à l'intérieur de nous, avec les forces invisibles qui sont à l'intérieur de nous, pour arriver à maîtriser les choses, parce qu'on doit être déjà très proche de notre compréhension, qu'on se rapproche de cette maîtrise quand même. Voilà, on passe cette pleine lune, c'est la porte du lion qui est activée, hein, avec cette pleine lune, hein, la porte de Sirius, le Sirius A est le domaine des... Au départ, c'était les félidés c'était les pachates les lions humains qui détenaient ce système, et quand les humanoïdes sont arrivés, ils avaient des planètes, donc ils les ont laissés s'installer là paisiblement, disons. Donc on va découvrir tout ça, le monde de ce système de Sirius, qui est un grand système multiple, parce qu'au plus il y a d'étoiles dans un système, on s'apercevra de ça plus tard, toutes ces choses que je vous dis que je dis ici sont basées sur une vérité que je ressens comme étant vraie, et je sais que bon, avec le temps, ça va se confirmer comme ça, c'est qu'au plus il y a d'étoiles qui sont mises ensemble, plus il y a de planètes aussi, et des systèmes doubles, triples ou plus, au plus il est facile pour la vie matérielle et physique de se développer, c'est-à-dire que quand on va dans les étoiles doubles, on trouvera beaucoup plus de planètes habitables, habitées, que dans les étoiles simples. Malgré ça, on est quand même arrivé ici, on avait 4 mondes atmosphériques avec des océans à une époque, et à la fin, les archanges ont dit qu'ils seront autorisés à reconstituer la magie de la création de ce système qui était en alignement avec les plans des architectes. Mais pour le moment, il y a une planète qui a été détruite, Maldek, il y a 2 planètes qui ont perdu leur océan et leur atmosphère, Mars et Vénus, et il n'y a plus que la Terre qui a quand même survécu à ces guerres galactiques. Donc ici, c'est un tableau, d'astronomie, hein, c'est sur le système solaire, la famille de Sol, du Soleil, et donc bien que Sol soit, à mon avis, c'était un fils d'Hyperion avec Aurore et Salacia, la Lune. Et donc, oui, donc c'est le premier sur ce modèle, hein, il est très très subtil, bientôt je vais pouvoir montrer ces tableaux en personne, j'espère que vous viendrez voir, parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas montrer en vidéo, qui ne passent pas forcément à travers la vidéo. C'est un peu gris aujourd'hui, je m'excuse, pas trop de lumière, donc je vais quand même finir avec chanter une chanson, puis je vais tirer une dernière carte. J'ai déjà tiré des cartes. Je ne sais pas si j'ai tiré des cartes, bon, je tire une carte. C'est une chanson, je voulais chanter une chanson française, mais j'ai pas eu le temps de la prendre par cœur, d'écrire les paroles, je vais en chanter une autre. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, l'île au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille. Moi, je t'ai rêvé, tu es venu. Oh, mon enfant, mon inconnu. Je t'ai trouvé dans cette rue.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore, quand l'océan n'était encore qu'un paysage. Ne pleure pas, petite fille. Viens, il y a des voiles sur les étoiles. Oh mon enfant, mon inconnu, il y a bas loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, petite fille de ma rue. Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et les grands bals sur les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. La 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 la. Voilà, la chanson de Michel Polnareff, parole de Jean-Loup Dabadi, 1969. Je ne sais pas si j'ai tiré des cartes avec ces cartes. Je vais en retirer une de chaque. Et voilà, j'espère que vous passerez une excellente semaine. La situation, c'est heureux. C'est-à-dire que voir que tout est parfait, et au plus on arrive à s'aligner avec le fait que le miracle est là, le miracle est possible, à tout moment être déjà dans le miracle, dans la gratitude du miracle, même si c'est pas encore passé, au plus les choses vont arriver vite. Et la carte de la journée, c'est l'écrivain ou le scribe. L'esprit me pousse à vraiment compléter ces programmes de livres. Hein. Je vais l'auto-publier dès que j'en ai les moyens de le faire. Faut que j'engage de l'aide professionnelle, mais ça va venir. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namaste.